Charles Decamp, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias que j'ai annoncé, le sommaire du jour. Des accords signés, un quotidien piraté, un amendement discuté, un festival décalé et une star bien embarrassée. Et on commence par les audiences pour faire la rime. Qu'est-ce que les Français à la télévision hier soir ont regardé? C'est TF1 qui s'est imposé. Voilà. Comme la semaine dernière pour son retour, Balthazar a écrasé la concurrence. La série avec Thomas Sisley et Hélène de Fougerolles a fédéré 5 900 000 téléspectateurs, soit 27,8% du public. Elle a aussi très largement dominé sur les femmes responsables de moins de 50 ans à 28% de part d'audience. Alors ce sont d'excellents scores, mais la série égare quand même 700 000 personnes sur une semaine, et ce malgré une concurrence timide. France 3 pointe en deuxième position avec sa soirée cinéma. Au programme hier, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Et au compteur, 2 300 000 téléspectateurs, soit 11,3% du public. Enfin, France 2 suit avec un nouveau numéro d'Envoyé spécial. Le magazine d'Élise Lucet a été suivi par 2 100 000 personnes pour une part d'audience de 9,3%. Culture Média. Et on commence ce journal avec la réponse du gouvernement à la contestation du monde des médias et pas seulement face au projet de loi sécurité globale. Gérald Darmanin a entendu les critiques et les inquiétudes. Le ministre de l'Intérieur veut finalement modifier l'article 24 de ce projet de loi qui interdit de filmer les policiers et de diffuser ces images dans le but de leur nuire. Il a présenté hier soir un amendement dans ce sens au Premier ministre, amendement qui sera dévoilé et discuté ce vendredi à l'Assemblée. Par ailleurs, Gérald Darmanin recevra lundi 9 organisations et syndicats de journalistes. Il évoquera avec eux la couverture des manifestations par les médias. Les discussions entre Google et l'Alliance de la presse d'information générale ont enfin abouti. Hier, Google a annoncé avoir signé plusieurs accords avec des titres de presse pour rémunérer les contenus repris sur son moteur de recherche. C'est ce qu'on appelle les droits voisins. C'est le fruit de très longues discussions. On en a déjà parlé dans le journal. Mais au bout du compte, Google n'avait pas trop le choix. La loi française l'oblige désormais, je vais y arriver, à rémunérer la presse. Le directeur des relations institutionnelles de Google, Benoît Tabaka, a expliqué à Louise Bernard pourquoi cet accord avait été si long à trouver. Ça fait maintenant plus d'un an qu'on discute avec les éditeurs. On les a rencontrés peut-être maintenant quasiment 80 fois. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu tout d'abord avoir une compréhension mutuelle. Compréhension mutuelle d'une part de la valeur apportée par Google et nos différents services aux éditeurs de presse. De l'autre part, la valeur également apportée par les éditeurs de presse à Google. Et donc, d'échanger des informations, échanger des données, mettre en place un certain nombre de discussions, de calculs. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on a réussi à se mettre d'accord. Google a donc signé des contrats individuels avec plusieurs titres de presse comme Le Monde, Libération ou l'Obs, mais les discussions continuent et touchent a priori au but pour la signature d'un contrat cadre pour tous les membres de l'Alliance, selon Benoît Tabaka. Les discussions qu'on a avec l'Alliance sont destinées justement à finaliser les différents critères utilisés, notamment les critères permettant de déterminer les modèles économiques et va tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Alors les éléments, par exemple, ça va être la contribution de l'éditeur à ce qu'on appelle l'information politique et générale, le volume quotidien de publication, l'audience, l'usage de leur contenu sur nos différentes plateformes, etc. Et question Charles, pourquoi signer des accords individuels alors qu'un contrat cadre est imminent? Eh bien parce que même quand le contrat cadre sera signé, la loi obligera Google à conclure des accords individuels avec tous les titres de presse. Le géant américain a donc simplement pris un peu d'avance avec certains de ses partenaires. Le quotidien Paris-Normandie, victime d'une cyberattaque. L'ensemble des systèmes informatiques du journal ont été frappés dans la nuit de mardi à mercredi. C'est l'équipe du quotidien qui l'a révélé sur Twitter. Depuis, difficile voire impossible pour les équipes de mettre à jour le site internet de Paris-Normandie. Et la préparation de l'édition papier a également été compliquée. Selon Le Monde, le quotidien aurait été victime d'un rançongiciel. Ces logiciels pirates qui chiffrent les fichiers des entreprises et les rendent inutilisables. Les pirates ne fournissent le code à leurs victimes qu'en échange d'une rançon. Et puis le focus média du jour, c'est l'appel au financement participatif lancé par le magazine Oui Demain. Une campagne de crowdfunding a débuté hier soir sur le site KissKissBankBank pour financer de nouveaux numéros de la déclinaison Oui Demain 100% ado, mais aussi pour impliquer les lecteurs dans le développement du magazine. Comme son nom l'indique, Oui Demain 100% ado, c'est une déclinaison du magazine Oui Demain, un trimestriel qui a pour but de décrypter les mutations de notre société. Cette déclinaison est réalisée en partenariat avec les magazines pour ados Okapi et Phosphore. Le directeur de la rédaction de Oui Demain, François Siegel, a détaillé le concept de cette déclinaison à Louise Bernard. C'est pour donner des solutions, pour réussir dans sa vie, trouver des modèles
qui sont des modèles inspirants, comme les 50 personnages qu'on a en couverture du prochain numéro. Face à des jeunes qui voient bien que la société, elle n'est pas comme ils voudraient qu'elle soit, on essaye de la montrer comme ils voudraient qu'elle devienne, et en leur disant, mais voilà, si vous voulez vous engager, voilà quelques clés. C'est très porté vers l'écologie, l'environnement, les valeurs, comment je peux m'impliquer, leur cyclage, comment je peux essayer de mettre mon petit grain de sel pour essayer de sauver la planète et pas vivre comme avant. Le premier numéro de Oui Demain 100% ado s'était écoulé à 35 000 exemplaires en décembre 2019. Son éditeur espère, grâce au financement participatif, donc en faire une revue trimestrielle sur le modèle de sa grande sœur. La France, on parle de cinéma, a choisi son représentant pour les Oscars. C'est le film 2 de Filippo Meneghetti, l'histoire de deux femmes retraitées qui sont secrètement amoureuses depuis des décennies. C'est lui donc qui sera soumis à l'Académie des Oscars. Elle devra choisir parmi près d'une centaine de films les 5 longs métrages qui seront nommés dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. Le calendrier 2021 s'adapte au Covid. Le festival Sérimania a décidé de décaler sa prochaine édition. Alors qu'il devait se tenir au mois de mars à Lille, c'est finalement en mai qu'il sera lancé. 2 mois de décalage dans l'espoir que la situation sanitaire s'améliore. L'édition 2020 avait pour sa part été purement et simplement annulée. Carnet rose, l'expression prend tout son sens. La panthère rose va renaître. Le studio MGM a annoncé la mise en développement d'un nouveau film basé sur le personnage de la Panthère Rose, ou plutôt sur les personnages. D'abord l'inspecteur Clouseau, incarné par Peter Sellers dans les années 60, mais aussi la Panthère Rose animée, née dans le générique du film de 1963 et dont la popularité avait tellement décollé qu'elle est devenue l'héroïne de plusieurs séries d'animation. Dans ce nouveau film, les deux panthères vont se rencontrer pour la première fois. On y suivra un détective qui a subi un traumatisme et qui a des visions d'une panthère rose muette, mais qui l'aide à résoudre des crimes. Et on termine ce journal avec l'anecdote très embarrassante de Michael J. Fox. La star de Retour vers le futur a révélé qu'il avait une voisine très prestigieuse à l'avant-première londonienne du film il y a 25 ans, c'était Lady Di. Et ça ne s'est pas vraiment passé dans les meilleures conditions, comme il l'a raconté hier dans le talk show de Jimmy Fallon. On l'écoute. C'était l'avant-première mondiale à Londres. Les lumières se sont éteintes, le film a commencé. Je n'avais qu'à bâiller et à mettre mon bras autour d'elle et c'était comme un rendez-vous galant. Mais quand le film a commencé, je voulais aller aux toilettes. Donc pendant tout le film, j'étais assis à côté d'elle, c'était de l'agonie. Je ne pouvais rien dire, je ne pouvais pas me lever et lui tourner le dos. Ce qui aurait pu être la plus belle soirée de ma vie a été un vrai cauchemar. Voilà, et ça, vous ne le verrez pas dans The Crown. Toutes ces informations et les séquences marquantes de l'émission, vous pouvez les retrouver tous les jours dans la newsletter média d'Europe 1. Rendez-vous sur europe1.fr pour vous abonner, c'est gratuit. Merci Charles Decamp, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Bon week-end.